On le voit, la réalité historique est finalement simple. Un frère plein de zèle, bon connaisseur de la maçonnerie française depuis les années 1740, entreprenant et passionné, fut chargé par la Grande Loge de France, assumant en l'occurrence la fonction d'un organisme de haut grade, de répandre la maçonnerie au-delà des mers où le conduisaient ses affaires. Le document était revêtu du sceau des plus hautes autorités et même de façon assez consensuelle si l'on garde en mémoire les conflits qui opposeront certaines d'entre elles. 5 ans plus tard, la patente de Morin fut annulée et ses pouvoirs révoqués. L'ardent missionnaire n'en tint aucun compte, pour autant qu'on le lui ait bien signifié, et poursuivit son action, n'hésitant pas à contrefaire un document pour donner à son système, en genèse, une assise réglementaire d'apparence honorable. Mieux encore, ou pire, depuis 1767, le système lui avait échappé pour prendre pied aux États-Unis, ou ce qui devait devenir plus tard les États-Unis, les 13 colonies, où il devait connaître un destin entièrement nouveau et dont il reviendra, plus tard encore, vers la France, profondément transformé, près de 40 ans plus tard. Les 25 grades de l'ordre du royal secret, comme le nommera Morin lui-même, ne sont pas mentionnés dans la patente, on l'a dit, mais on peut en avoir un témoignage précoce venu de Henri Franken, son disciple le plus connu, dans un document, une liste qui date de 1783. Évidemment, on peut s'interroger pour savoir si ce que Morin connaissait ou était prêt à transmettre en 1762 est bien conforme à la liste donnée par Franken 20 ans plus tard. Entre les deux, y a-t-il eu des remaniements, des ajouts? On peut formuler un certain nombre d'hypothèses. Mais il est également raisonnable de penser que ces grades témoignent au moins d'un certain état des pratiques maçonniques, pas exclusivement parisiennes du reste, parmi d'autres possibles, avant la suspension de la Grande Loge de France au début de l'année 1767. Mais si Morin était parti, les grades dont il n'avait évidemment pas l'exclusivité demeuraient bien en France, quant à eux, et ils ne cessèrent jamais d'y être cultivés, transmis et même enrichis de quelques autres, constituant ainsi, sans discontinuité depuis le début des années 1740, ce qui devait rester le patrimoine indivis de tous les maçons français. La complexité du sujet se redouble du fait que le terme écossisme n'a pas constamment désigné au XVIIIe siècle un système de haut grade. Il a aussi qualifié dans le dernier tiers du siècle certaines loges, Marseille, Avignon, Paris, qu'on appelait écossaises, bien que pratiquant un rituel des 3 premiers grades de type moderne, c'est-à-dire conforme pour l'essentiel au schéma de ce que l'on nommera un peu plus tard le rite français. Le rite de loge bleue de Morin, c'est le rite français, qui évidemment ne s'appelait pas comme ça à cette époque. Ce dernier label est en effet d'apparition tardive et ne se définit nullement en opposition au label écossais. Les hauts grades qui forment ce qu'on codifiera plus tard sous le nom de rite français, en fixant seulement un usage assez général au milieu des années 1780, ces grades, des 4 ordres du rite français, sont bel et bien des grades écossais, tout à fait classiques et reconnus comme tels par les auteurs de cette remise en ordre eux-mêmes, qui conserveront d'ailleurs cet adjectif dans le 2e ordre, dit de grand élu écossais, et dont il est dit à l'époque qu'il renfermera tous les écossismes. Presque tous les frères, au XVIIIe siècle, ont connu une maçonnerie symbolique de type moderne, c'est-à-dire respectant les cadres symboliques fondamentaux de la première Grande Loge de Londres et du futur rite français, tout en pratiquant largement, au-delà des loges bleues, les grades écossais. Presque tous, dirais-je, car il a existé quelques exceptions à cette règle. Les loges de la filière écossaise de Marseille en premier lieu, mentionnées plus haut, dont l'originalité la plus remarquable et pratiquement la seule sur le plan rituel, était la disposition dite plus tard écossaise des colonnes, à savoir sud-ouest, nord-ouest et sud-est, différente de la disposition des modernes. Il faut aussi évoquer le rite écossais rectifié, établi en France à partir de 1773, qui se caractérisait lui aussi par une disposition écossaise des colonnes, alors que tous les autres marqueurs de la tradition moderne étaient présents.
la place des surveillants, l'ordre des mots des 2 premiers grades, pour ne citer que les plus importants.